Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui des orages qui ont eu lieu hier en fin de journée du 1er mai 2024. Alors, plusieurs avions n'ont pas pu se poser à Roissy ni à Orly et se sont déroutés pour certains vers Lille, Lyon, Bruxelles et même Amsterdam. Alors, pourquoi aussi loin pour certains avions? C'est ce que je vais vous expliquer ici. Mais avant, il faut déjà comprendre ce qu'est un orage et le danger qu'il représente. Pour ceux qui ont pu observer les orages d'hier, c'était un véritable feu d'artifice avec des éclairs toutes les secondes. Bref, c'est un spectacle superbe, mais extrêmement dangereux. Et ça montre qu'il y avait une activité électrique intense. Mais surtout, les éclairs avaient lieu non pas du nuage vers le sol, lorsque ce que l'on observe généralement, donc verticalement, mais plutôt autour des nuages à l'horizontale. Pourquoi ? Pour cela, il faut regarder une image radar pour comprendre. Quand on observe la formation de cet orage, on note en fait, quand on regarde un peu dans le détail, qu'il s'agit de plusieurs cellules orageuses très proches qui se sont développées très rapidement, notamment en arrivant sur Paris. On a donc 2 voire 3 cellules orageuses qui vont se développer côte à côte et se déplacer ensemble, chacune d'elles étant chargée en électricité. Alors, comment cette électricité est-elle créée ? Il faut savoir qu'un cumulonimbus, qui est le nom donné au nuage d'orage, est en fait une véritable pompe qui aspire l'air chaud vers le haut. Cet air est chargé en humidité. Des micro-gouttelettes d'eau qui vont ainsi monter, se refroidir, jusqu'à arriver à une certaine altitude où leur température va passer ce que l'on appelle le point de rosée. Elles vont ainsi se congeler et se transformer en glace, et continuer à monter, grossir, jusqu'à un moment où leur poids sera trop lourd pour continuer à monter, et elles vont tomber sous la forme de grêle dans un premier temps dans le nuage. Et lors de la descente, elles vont se réchauffer, et généralement, lorsqu'elles atteignent le sol, elles se sont à nouveau transformées en eau liquide, et donc de la pluie. Mais si leur chute est extrêmement rapide et qu'elles n'ont pas le temps de se réchauffer, elles vont rester à l'état de glace et c'est à ce moment-là qu'on a de la grêle. Vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais l'électricité, on en est où là ? J'y viens. Quand la grêle va retomber dans le nuage, elle va croiser d'autres gouttes d'eau qui se sont aussi congelées, qui continuent à monter. Et il va y avoir un frottement entre les gouttes d'eau qui montent et les gouttes d'eau qui sont sous forme de grêle qui descendent. Et c'est cette friction qui va générer de l'électricité. Un peu comme quand vous frottez votre règle en plastique avec vos mains, vous l'avez tous fait, elle va se charger en électricité statique, vous mettez ça au-dessus de vos cheveux, quand vous en avez, pas comme moi, et vous allez voir vos cheveux qui vont être attirés par la règle en plastique. Alors je simplifie ici le processus dans le nuage, mais de façon à ce que ce soit facilement compréhensible pour vous, grand public. On a donc un nuage qui va accumuler une charge électrique de plus en plus importante et l'écart entre le nuage et le sol va être tel qu'au bout d'un moment, il va y avoir un échange d'électrons entre le nuage et le sol puisque les polarités ne seront pas les mêmes. Et c'est là qu'on va avoir la foudre et l'éclair qui est la manifestation visible de cet échange d'électrons. Alors pourquoi a-t-on eu hier des éclairs horizontaux sur la partie haute des nuages plus que des éclairs verticaux? D'abord, il faut savoir que la charge électrique à l'intérieur même d'un nuage, elle n'est pas uniforme. Et qu'il y a donc beaucoup d'éclairs à l'intérieur d'un nuage d'orage que l'on ne voit pas la plupart du temps. Mais dans le cas d'hier, j'ai dit qu'il y avait plusieurs cumulonimbus côte à côte. La charge de ces nuages n'est pas identique. Il y a donc des échanges d'électrons qui ont lieu entre ces nuages. Et voilà pourquoi on a observé ces éclairs horizontaux qui étaient en fait des éclairs qui passaient d'un nuage à l'autre, souvent. Donc ça, c'est pour la théorie. Revenons à nos avions. Les orages sont les phénomènes les plus redoutés dans l'aéronautique. Pourquoi ? Parce qu'ils concentrent plusieurs phénomènes extrêmement dangereux pour les avions. La pluie, la grêle, la foudre, les turbulences, les cisaillements de vent. Et j'ai aussi le givrage. Voilà. La pluie réduit la visibilité, mais dans le cas de grands aéroports comme Roissy ou Orly, ça n'est généralement pas trop un problème vu que vous avez des ILS qu'on appelle catégorie 3C
qui permettent de guider un avion jusqu'au sol sans que les pilotes ne voient la piste. Et même sans qu'ils touchent aux commandes, tout se fait en automatique. L'avion est en pilotage automatique, il se pose tout seul. Les pilotes ils vont juste utiliser les reverse quand ils vont arriver sur la piste pour freiner. Et l'avion, en fait, il freine tout seul. Le danger pour la pluie est après la piste. Enfin, du moins après la finale, c'est sur la piste que le danger il est plus important. Si la pluie est trop abondante, le risque est qu'il y ait une pellicule d'eau trop importante qui s'accumule sur la piste, pouvant créer de l'aquaplaning, exactement ce que l'on peut observer en voiture. Les roues de l'avion ne sont alors pas en contact avec le sol, mais avec une couche d'eau que les rainures du pneu ne peuvent pas évacuer. Et les freins sont alors inefficaces et on peut avoir des accidents comme le vol Air France à Toronto qui ne parviennent pas à s'arrêter avant le bout de piste. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs contributifs à cet accident, mais ça n'est pas le but de cette vidéo, là je vous donne juste un exemple. Alors il faut savoir que les pistes des aéroports, surtout les grands aéroports, sont conçues d'une certaine manière à éviter l'accumulation d'eau sur la piste. Notamment si vous la prenez vue en coupe de face, vous allez avoir une forme qui est un peu arrondie, de façon à ce que l'eau puisse s'écouler sur les côtés de la piste pour ne pas qu'elle s'accumule au milieu de la piste. Et ça va tomber ensuite dans des rigoles sur les bords de piste où l'eau va être récupérée et ensuite déviée vers des bassins de rétention. C'est pour ça que vous retrouvez des bassins de rétention sur certains aéroports. Et donc cette eau en fait permet d'être récupérée sur ces bassins de rétention et surtout qu'elle ne s'accumule pas sur la piste de façon à limiter justement l'épaisseur d'eau que vous pouvez avoir sur la piste lorsque les avions se posent et décollent. Mais bien entendu, au moment où la pluie tombe, forcément, faut lui laisser le temps de s'écouler. Il y a déjà eu des cas où la pluie en plein vol était tellement forte que ça a carrément éteint les moteurs d'un avion en vol. Alors c'est extrêmement rare, mais ça a été le cas pour un Boeing 737. Alors j'ai plus le nom de la compagnie de cet incident. Bref, il a pu se poser en pleine nature et heureusement sans blesser. Les moteurs, il faut savoir qu'ils sont testés lors de la certification. On va leur injecter une quantité d'eau pharaonique ainsi que de la grêle et ils doivent continuer à fonctionner. Et donc ils sont quand même testés pour cela. Et aujourd'hui, on a quand même des moteurs qui sont très fiables par rapport à ça. La grêle. La grêle peut endommager un avion comme on peut le voir sur ces images, mais le risque, il est surtout au niveau des moteurs. Les ailettes peuvent être endommagées et érodées au point de modifier le flux d'air à l'intérieur du moteur et carrément casser le moteur. C'est extrêmement rare, mais il faut savoir que ça peut quand même arriver. Les bords d'attaque des ailes peuvent également être endommagés, ce qui va perturber la circulation de l'air sur les ailes et affecter la portance. Donc là aussi, il peut y avoir un risque potentiellement de décrochage de l'avion si vraiment les déformations sont trop importantes. La foudre, eh bien, paradoxalement, la foudre, c'est peut-être le phénomène le moins dangereux pour un avion de ceux que l'on peut rencontrer dans un orage d'orage. Alors, je parle d'un avion de ligne moderne. Voilà. Pour autant, il n'est pas pris à la légère par les équipages. Un avion va être frappé à plusieurs reprises par la foudre au cours de sa carrière, il faut le savoir. Parfois même sans même que l'équipage ne s'en rende compte. C'est parce que les avions sont aujourd'hui conçus pour résister à cela. Ils sont d'ailleurs testés et les pièces composant le fuselage et les ailes disposent justement d'un maillage métallique à l'intérieur afin de conduire justement ce courant électrique. Le fuselage est isolé du reste de la cabine intérieure et notamment les équipements électriques. Lorsque la foudre frappe un avion, il va impacter en un endroit de l'avion, suivre le maillage métallique sur le fuselage ou les ailes pour en ressortir à un autre endroit. On aura alors une trace à l'entrée et une trace en sortie. Mais les équipements électroniques ne seront pas impactés, heureusement. Cela est encore plus important sur les avions récents qui fonctionnent avec des commandes de vol électriques. Si la foudre arrivait à toucher ces systèmes, vous imaginez bien que l'avion ayant besoin d'électricité pour voler, l'avion deviendrait impossible à piloter. C'est pourquoi les concepteurs sont encore plus vigilants sur la conception de l'avion, mais aussi sur la fabrication. Et heureusement, visiblement, on n'a pas de cas d'accident où la foudre uniquement
amener à un crash de l'avion. Donc, comme quoi, la conception des avions est quand même relativement fiable aujourd'hui. Les turbulences sont les mouvements d'air verticaux de l'air. Un orage, on l'a dit, aspire l'air vers le haut, mais il y a un autre phénomène que l'on oublie souvent d'aborder, c'est ce qui se produit autour du nuage d'orage. Bien, tout cet air qui est monté finit par redescendre. Et au centre du nuage, la convection vers le haut est telle que ça n'est pas possible. Donc cet air va se déplacer en haut du nuage pour venir en périphérie, puis retomber en fait sur les côtés du nuage. Imaginez l'avion qui approche du nuage d'orage. Il va rentrer brusquement dans cet air qui descend. Et cela va lui faire perdre de l'altitude sans qu'il puisse contrecarrer cette force. Si vous êtes en phase d'atterrissage à ce moment-là, ça peut vous être fatal. Et c'est pourquoi il est préférable de ne pas se présenter en finale quand un nuage d'orage est relativement proche de la piste, même du terrain. En croisière, cela arrive parfois, et si ça se produit dans la cabine avec le personnel qui sert les repas, ils finissent plaqués au plafond et la chute sur le plancher peut occasionner des blessures sévères. Il y a des cas de ce genre pratiquement tous les mois, avec des fractures de la hanche bien souvent, car vous imaginez que retomber sur des sièges ou des accoudoirs, ça ne va pas être en douceur. Donc, si j'ai un conseil quand vous prenez l'avion, restez attaché pendant tout le vol, même pendant la croisière, sauf quand vous allez aux toilettes bien entendu, et même si le vol est calme en apparence. Si ça se produit, vous serez bien content d'être resté sur votre siège pendant que d'autres auront ressemblé à Icare pendant une fraction de seconde. Ça vous évitera un passage par la case hôpital. Si l'avion continue et entre dans le nuage d'orage, il va brusquement se confronter à une masse d'air qui passe de descendante à ascendante. Ce passage peut être d'une telle violence que la structure de l'avion peut littéralement céder sous les forces exercées. Quand l'avion va sortir du nuage, et il va se passer la même chose, mais à l'envers. D'une situation où l'avion monte avec les turbulences, il va passer par une masse d'air qui tombe brutalement comme une pierre, et ça va le faire chuter très fort. Là encore, avec une force exercée dans la transition qui peut être extrêmement brutale. D'autant plus que, à ce moment-là, souvent les pilotes seront en train de pousser sur le manche pour contrecarrer le fait que l'avion essaie de monter avec la turbulence, donc la turbulence ascendante, et que cette action à piquer, qu'exercent les pilotes à ce moment-là pour contrecarrer cet effort à monter, va accentuer la perte de l'altitude lorsque l'avion va rentrer dans la masse d'air descendante. Et bref, à basse altitude, ça peut être fatal. Voilà. Ensuite, on a les cisaillements de vent. Les cisaillements de vent sont souvent confondus avec ce que je viens d'expliquer ici. Il y a un lien avec cet air descendant et cet air ascendant, bien sûr, mais l'implication n'est pas la même. Quand on parle de mouvement d'air vertical, on parle de turbulence. Mais quand il s'agit de mouvement d'air horizontal, on parle de vent. Un cisaillement de vent concerne donc du vent, et donc ça concerne un déplacement d'air sur le plan horizontal. Mais que se passe-t-il aux abords d'un nuage d'orage ? On l'a dit, le nuage aspire l'air en dessous. Et cela, ça va créer une dépression sous le nuage qui va en fait aspirer l'air autour du nuage. On a donc un vent qui va se créer, qui va souffler en direction du nuage pour aller alimenter cette zone de dépression sous le nuage, pour combler l'air en fait qui est aspiré vers le haut. Et exactement ce que vous observez quand un orage approche. Vous avez le vent qui brutalement va souffler de plus en plus fort. Et surtout, sa direction qui va changer brusquement. Et ça, un avion au décollage ou à l'atterrissage n'aime pas du tout. Quand un avion va se poser, il va avoir une vitesse bien précise, que l'on prend 1,3 de la vitesse de décrochage. Prenons l'exemple d'un avion qui commence sa finale avec une vitesse de 130 nœuds, qui aura donc une vitesse de décrochage de 100 nœuds. S'il a un vent de face de 30 nœuds, et que soudainement le vent passe à 30 nœuds plein travers, ça veut dire qu'il n'a plus de vent de face. Il perd alors 30 nœuds de vitesse instantanément, et il se retrouve à 100 nœuds, et il décroche. Et à basse altitude, pour reprendre une phrase de AT dans ses vidéos, ça n'est pas une situation d'avenir. C'est pourquoi les pilotes vont majorer leur vitesse pour garder une marge supplémentaire par rapport au décrochage. Mais parfois, avec les orages, ça peut être pire. J'ai déjà été témoin d'une situation à Roissy
où les avions se posaient normalement avec un vent de face de 20 nœuds. Et brusquement, avec le nuage d'orage qui approchait, le vent est passé complètement arrière à 30 nœuds. Alors non seulement ça met le bazar dans la séquence d'arrivée en termes de vitesse, parce que vous avez des avions qui ont des vitesses qui ne sont plus les mêmes, mais surtout avec autant de vent arrière, aucun avion ne va se poser. Et donc, tous les avions vont remettre les gaz. Il faut savoir que les constructeurs recommandent un maximum de 10 nœuds arrière pour se poser. Alors, on peut se poser au-delà, si la vitesse est adaptée avec le décrochage. Mais le problème va être lorsque vous allez arriver avec une vitesse sol beaucoup plus élevée sur la piste et qu'il va falloir ainsi une piste beaucoup plus longue pour vous arrêter. Donc les pilotes remettent généralement les gaz dans ces situations-là. Vous imaginez le travail des contrôleurs aériens dans cette pagaille, on va en parler après. Dernier phénomène, le givrage. Le givrage, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, un peu moins pour des avions ligne qui ont des vitesses plus élevées, mais sur des petits avions à hélice, il faut savoir que le givrage va être extrêmement gênant parce que les avions ne vont pas pouvoir accélérer pour se débarrasser de ce virage, ou du moins descendre. La première chose que font souvent les avions quand ils sont confrontés à du givrage, c'est de descendre pour avoir une masse d'air qui est un peu plus chaude, de façon à ce que le givrage disparaisse. C'est une des seules actions. Alors généralement, quand vous êtes sur des phases de décollage ou d'atterrissage, vous n'avez pas trop de givrage, sauf quand vous êtes en situation d'hiver, avec la neige, etc. Mais sur des situations d'orage en été, vous allez avoir assez rarement du givrage à basse altitude. Plutôt à haute altitude quand vous allez traverser ces nuages. Ce qui a été le cas de l'Air France Rio-Paris. Vous voyez clairement dans ce cas-là que le givrage a bouché les sondes pitot et l'avion n'avait plus d'informations de vitesse. Et les pilotes n'ont pas fait les actions qui étaient nécessaires dans cette situation-là. Donc, ça peut amener au crash. Ça n'est pas la cause du crash, mais c'est l'élément déclencheur. Donc un givrage peut être extrêmement dangereux. Non seulement ça peut faire givrer des moteurs, donc si vous perdez les moteurs, vous comprenez bien que c'est bien embêtant pour continuer à propulser l'avion. Si vous avez du givrage également sur les bords d'attaque, vous allez vous retrouver avec ce que j'avais dit tout à l'heure avec la grêle qui déforme les bords d'attaque de l'aile. Et bien là, ça va être pareil. La glace qui va s'accumuler sur les bords d'attaque et sur le dessus de l'aile va changer complètement le profil aérodynamique de l'avion. Et donc la portance ne va pas être créée correctement, voire même vous allez pouvoir avoir un décrochage qui va avoir lieu à une vitesse beaucoup plus élevée que ce que l'aile est censée pouvoir faire. Donc le givrage peut aussi vous mettre dans une situation de décrochage, et vous comprenez bien entendu que si vous êtes aussi à basse altitude, là encore, ça n'est pas une situation d'avenir. Donc voilà pour ce qui est des dangers et des situations orageuses en aéronautique. On va enfin aborder le pourquoi certains avions se déroutent. Alors avant d'arriver au terrain de destination, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avion, lors de sa phase de croisière, peut rencontrer une situation orageuse. Bien entendu, la manœuvre que vont faire les équipages, c'est de contourner cette situation. Ils ne vont pas rentrer dans le nuage, comme on a expliqué tout à l'heure. Il y a tellement de phénomènes dangereux dans un nuage d'orage que les pilotes vont contourner ces masses nuageuses. Comment ils sont au courant de ces masses nuageuses ? D'abord par une phase de préparation du vol. Lors de la préparation du vol, les pilotes reçoivent un dossier météo qui les renseigne sur la situation orageuse notamment. Et vous avez des cartes sur lesquelles apparaissent les masses orageuses. Même mieux maintenant avec les iPads et les liaisons satellites par Internet que vous avez dans les avions, les équipages ont une connexion Internet sur leurs iPads et dans leur logiciel de suivi de vol, ils ont la possibilité d'obtenir les masses nuageuses en quasi temps réel qui viennent du sol par les radars météo du sol. Donc c'est déjà un plus pour anticiper, on va dire, sur du moyen long terme. Par contre, sur du court terme, là, les pilotes vont se fier à un équipement de bord qui est le radar. Le radar va balayer devant l'avion et va donner une image en fait plus précise à l'équipage avec notamment des couleurs différentes qui vont renseigner un peu sur, on va dire, la quantité de précipitation dans le nuage. En gros, plus c'est rouge ou même violet, c'est très, très dangereux. Donc, il vaut mieux se tenir à l'écart de ces zones-là. Donc, les pilotes en phase de croisière, lorsqu'ils ont une trajectoire qui les amène dans ces zones-là, ils vont généralement demander au contrôleur aérien de faire
un évitement, un évitement de ce nuage et demander par exemple 15 degrés à gauche, 15 degrés à droite ou 20-30 degrés. Donc vous imaginez bien que la trajectoire pour contourner ce nuage d'orage va être plus grande que la trajectoire directe qui était initialement prévue. Donc ça va occasionner du carburant supplémentaire. Mais ce carburant, il faut savoir qu'il est prévu dans les plans de vol. Lorsque les opérations préparent le vol, il y a toujours une réserve de carburant qui est calculée de façon à tenir compte de ces aléas. Et donc vous avez quand même une quantité de pétrole qui est prévue pour ce genre de choses. Bien entendu, si vous faites un écart qui est énorme, ça risque de dépasser votre réserve qui était prévue. Et donc, vous allez vous retrouver avec un carburant à l'arrivée qui ne sera pas suffisant. Alors, ça ne veut pas dire que l'avion va arriver à destination, qu'il n'aura pas le pétrole pour arriver à sa destination. Bien souvent, ce qui va se passer, c'est que les pilotes vont surveiller leur consommation carburant et anticiper à long terme quel sera le carburant à l'arrivée. Est-ce qu'ils vont arriver avec le carburant qui permet d'avoir non seulement les réserves réglementaires, mais également le carburant pour pouvoir se dérouter en cas de problème. Imaginez qu'un avion juste devant vous s'écrase sur la piste, vous ne pouvez plus vous poser. Il faut bien que vous alliez vous poser ailleurs. Donc, il faut toujours avoir un carburant de déroutement. Et donc, vous avez un carburant qui est prévu en fonction d'un terrain de déroutement qui est noté sur le plan de vol, ce qu'on appelle l'alternate. Donc nous, contrôleurs aériens, on a cette information dans le plan de vol, on sait quel est l'alternate qui est prévu par les opérations, par l'équipage, si jamais il ne peut pas se poser chez nous. Et donc, au plus tôt les pilotes vont calculer cette marge de carburant et se rendre compte qu'ils n'auront pas le carburant minimum nécessaire pour atteindre la destination, eh bien au plus tôt, ils pourront prendre une décision de se dérouter vers un autre terrain. Et donc, si je prends l'exemple d'un des avions visiblement qui s'est dérouté à Amsterdam, eh bien, vous allez avoir l'équipage qui aura pris certainement très en amont le fait de se dérouter à Amsterdam, qui était certainement plus proche de leur trajectoire de vol, et donc ils ont anticipé que de toute façon ça n'allait pas le faire et ils se sont déroutés directement à Amsterdam. Donc vous allez avoir ce genre de cas. Donc là, on est sur une réflexion en croisière. En croisière, ça va être surtout de la surveillance du pétrole par l'équipage. Ensuite, vous avez les contournements de situations orageuses en approche, c'est-à-dire avant de se poser. Votre avion il est en descente vers le terrain de destination. Vous imaginez bien que si les orages sont sur la trajectoire que vous allez devoir suivre pour vous rejoindre la piste, eh bien, ça risque de poser problème. Vous allez devoir faire des écarts. Là, les écarts seront logiquement moins importants, mais si vous êtes face à un mur d'orage qui est déjà arrivé, ce que j'ai déjà vu, ben vous allez vous retrouver avec un avion qui va être bas, qui va consommer plus et qui va devoir faire un écart de trajectoire important. Donc, une consommation de carburant encore plus importante. J'ai eu un cas d'un avion Ryanair, déjà vu, qui arrivait de l'est de Paris en direction de Beauvais et qui était face à un mur d'orage entre lui et Beauvais et qui avait dû ouvrir à droite pour aller contourner par le nord la masse orageuse au point d'aller jusqu'en Belgique. Il a fallu envoyer l'avion au contrôle aérien belge parce qu'on ne pouvait pas le faire passer. Et vous imaginez bien sûr que le carburant que ça occasionne derrière, les pilotes, il faut qu'ils recalculent, est-ce qu'on a assez pour rejoindre Beauvais derrière ou pas? Et dans certains cas, l'avion peut très bien décider, finalement je me pose en Belgique. Donc, et notamment Bruxelles. Donc là, le choix du terrain par l'équipage il est tout aussi important puisqu'ils vont prendre en compte également la météo sur le terrain. Ils vont prendre en compte les équipements de navigation, notamment les ILS. Est-ce que c'est un ILS catégorie 3C qui peut leur permettre de se poser même s'il ne fait pas beau? Donc tous ces éléments-là sont pris en compte par l'équipage pour choisir le terrain de déroutement. Donc là, on est sur un cas de situation en approche. Si vous imaginez à Roissy, j'ai déjà vu, quand je travaillais dans la salle d'approche à Roissy, dans le secteur militaire, je peux vous assurer que les contrôleurs aériens, quand il y a des orages, on les voyait bosser derrière. Franchement, ils méritaient leur salaire. C'est une situation qui est extrêmement tendue, où, en fait, il faut bien comprendre qu'en temps normal, les avions sont sur des trajectoires qui sont préétablies, avec des croisements entre les arrivées et les départs qui sont clairement identifiés. On sait que ça croise à tel endroit,
tel avion doit être à tel niveau, l'autre doit être à tel niveau. Une fois que c'est croisé, l'avion peut reprendre sa descente, l'autre il peut reprendre sa montée. Bref, vous avez des points de croisement de trajectoire qui sont clairement identifiés en situation normale. Mais vous imaginez bien que quand on est dans des situations orageuses comme ici, les avions ne seront plus du tout sur les traits. Donc, vous allez avoir des pilotes qui vont dire on a besoin de prendre 30 degrés à droite. Ok, mais là, il va falloir savoir, ok, vous les prenez vos 30 degrés, mais sur quelle distance? À quel moment vous allez être en mesure de pouvoir tourner à gauche ou retourner à droite, etc. Parce qu'on a besoin, dans ces situations-là, d'anticiper, de savoir un peu où va aller l'avion qui contourne, parce que tous les autres avions derrière, ils suivent, et ils vont certainement suivre la même trajectoire. Il va certainement falloir les réduire. Donc il va falloir les mettre certainement sur des stacks d'attente. Donc stack d'attente dit du pétrole supplémentaire. Mais si on peut anticiper d'ouvrir des stacks d'attente loin de la destination, c'est-à-dire que lorsque les avions sont encore à haute altitude, ils vont consommer moins. Donc il faut également un peu essayer d'anticiper ça. Et des situations orageuses, c'est très très difficile. Très très difficile parce que les contrôleurs ne maîtrisent pas complètement en fait la trajectoire de l'avion. C'est les pilotes qui vont dire j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. Et les contrôleurs, on essaie de s'exécuter. Mais au bout d'un moment, quand ça croise de partout, il y a des fois, il faut peut-être virer certains avions, les envoyer dans le stack d'attente et libérer la charge des contrôleurs. Quand je vous parlais de la situation tout à l'heure, vous avez brutalement tous les avions en fait qui se posent et en l'espace d'un instant, le vent change et tout le monde remet les gaz. Vous imaginez qu'il y avait bien sûr une bonne dizaine d'avions qui étaient à l'arrivée. Vous anticipez que tous les avions se posent et là vous vous retrouvez avec déjà une dizaine d'avions qui arrivent et tous les avions, la dizaine qui est déjà passée, est en train de remettre les gaz, vous allez vous les récupérer en plus. C'est des situations qui sont extrêmement tendues. Et donc, quand j'entends souvent des gens qui critiquent le contrôleur aérien, qui ont un métier paisible, etc., je peux vous garantir que dans ces situations-là, bien souvent où j'étais dans le secteur militaire, où je voyais de loin ce qui se passait, il y a des fois on essayait de les soulager. On leur disait, écoute, cet avion, envoie-le-moi en fréquence, je te le mets en attente à cet endroit-là. Et on essayait parfois, ce qu'on pouvait, c'était de les décharger de certains avions pour libérer leur charge de trafic, qui puissent se concentrer sur les avions à contrôler correctement et ainsi conserver un niveau de sécurité qui soit convenable. Parce que ces situations sont extrêmement tendues et c'est dans ces situations-là que vous risquez d'avoir des risques de collision entre les avions. Donc ce sont des situations pour les contrôleurs qui sont extrêmement stressantes. Et ça, les gens qui critiquent les contrôleurs par rapport à tout un tas de choses, notamment les grèves, je pense qu'ils n'ont pas conscience de la responsabilité qu'ont les contrôleurs à ce moment-là. Et franchement, le travail des contrôleurs de Roissy que j'observais quand j'étais militaire, j'étais vraiment admiratif. On va dire un grand respect parce que les situations étaient loin d'être faciles. Donc ça, c'est pour des situations en approche. Si on revient à ce qu'on a eu hier, on a donc une masse orageuse qui arrive du sud. Donc vous voyez bien que tant que l'orage il est encore à l'est de Paris, vous avez les finales de Roissy qui sont assez dégagées. Mais ça veut dire que les avions qui arrivent du sud, il va falloir qu'ils contournent cette masse orageuse. Ça va leur faire des détours. Tous les avions qui vont arriver par le nord, ils vont pas être embêtés. Mais par contre, tous ceux qui vont arriver par le sud, ils vont faire des détours. Et ça, déjà, ça va être pénalisant. Et au fur et à mesure que cette masse va se décaler vers le nord, ça va arriver sur les finales et on va se retrouver dans une situation où contourner une situation orageuse en finale, lorsque l'avion va se poser, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est très très délicat. C'est très très délicat, voire même déjà les départs sont stoppés. La Roissy généralement stoppe les départs et les arrivées, ça arrive au compte-gouttes, voire même pendant le passage de l'orage, il y a un creux où on ne ramène rien du tout. Donc vous avez une pause dans les arrivées. Donc vous imaginez bien que quand vous avez une séquence d'arrivée qui va durer 1h30, en fait, tout va être décalé. C'est-à-dire que les avions qui devaient se poser vont devoir attendre. Donc vous allez vous retrouver avec un nombre d'avions en attente qui va grossir de plus en plus. Et vous allez donc avoir des avions qui vont consommer du pétrole. Et au bout d'un moment, les pilotes ils vont devoir prendre une décision. En fonction de s'ils sont numéro 1, s'ils sont numéro 10, la décision ne sera pas la même. Donc ils vont prendre ensuite une décision de se dire je vais peut-être me dérouter à Lille, ou vu la situation orageuse à Lille, pour l'instant je suis tranquille, on va se poser à Lille et on n'est plus tranquille. D'autres vont dire on va se poser à Lyon, d'autres à Bruxelles, et ça va dépendre également
de la politique de la compagnie. Si la compagnie a des hôtels qui sont prévus sur ces terrains-là, si on est sur le soir où vous avez un avion qui va se poser à 22 h, vous doutez bien que les passagers, on ne va pas pouvoir les ramener ensuite sur un vol pour revenir sur Paris. Donc la compagnie va devoir anticiper, et le plus tôt possible, s'il va falloir prendre des hôtels lorsque les avions vont se dérouter. Et ça, c'est une situation, pour l'avoir un peu vécu dans une compagnie aérienne. Quand j'ai quitté l'armée de l'air, j'ai travaillé dans une compagnie aérienne au Bourget. On avait des vols de passagers et dans certains cas, il fallait qu'on prenne ce genre de décision. Et ça, c'est parfois très difficile à prendre quand vous n'avez pas l'information en temps réel. Je m'explique. Sur des avions de ligne comme Air France, dès l'instant où il y a une décision, où le commandant de bord prend la décision de se dérouter, vous allez avoir le pilote qui va dire au contrôle aérien « je me déroute vers Lille ». Et à ce moment-là, le contrôle aérien va changer son plan de vol, prévenir en fait tous les organismes autour, c'est instantané quasiment. Cet avion-là, il va aller à Lille, on change son plan de vol, on le met sur cette route-là, et hop, après, on le guide vers Lille. Ensuite, vous avez les opérations de la compagnie qu'il faut prévenir. Ça peut être du ressort de l'équipage qui va se mettre en liaison avec la compagnie, soit par liaison satellite, soit par message à CARS. Généralement, je pense que ce sera plus le téléphone satellite qui sera privilégié dans un cockpit, de façon à prévenir la compagnie, on se déroute à Lille, et comme ça, au moins, les opérations sont prévenues, et la cellule qui va s'occuper de l'hébergement des passagers va pouvoir commencer déjà à travailler. Parce que l'idéal, c'est quand l'avion va se poser, c'est que les passagers débarquent de l'avion et que tout est déjà prévu. Alors ça, c'est le meilleur des mondes. Mais de façon à ce que les bus et les taxis soient prévus pour ramener les passagers qui choisiront d'aller à l'hôtel. Et après, vous avez des indemnisations également. Donc, il faut bien s'imaginer que tout ça, ça a un coût, parce que la compagnie va prendre en charge l'hôtel, les repas. Donc, ce coût-là, il faut savoir qu'il est pris notamment dans le prix de vos billets. On dit que les billets d'avion sont chers. Oui, mais parce que dans ces billets, vous avez le carburant, vous avez des taxes d'atterrissage, des taxes de vol, de survol, notamment pour le contrôle aérien. Vous avez également des assurances, et dans ces assurances, en fait, ça va alimenter un fonds au sein de la compagnie, où la compagnie va payer une assurance pour ça, de façon à ce que lorsqu'ils sont confrontés à un déroutement de ce genre, que tout puisse être payé sans que le passager ait à débourser quoi que ce soit. Donc ça, il faut aussi le prévoir. Là, quand j'étais dans les opérations, on n'avait pas toujours cette information-là, ce qui fait que quand on avait un petit avion, souvent c'était des ATR et des Embraer, on n'a pas de téléphone satellite dans ces avions-là. Donc l'information comme quoi l'avion se déroutait, en fait on l'avait parce que nous on appelait la tour de contrôle du terrain de destination, on disait il fait quoi finalement, et on essayait de se tenir au courant, que le contrôle aérien nous tienne au courant si l'avion se déroutait, ou l'aéroport directement, le handling, ce qui va prendre en charge l'avion au sol, qui nous préviennent s'ils ont l'information que l'avion se déroute. Donc cette information-là, on la suivait en direct sur Flight Radar. Quand on avait par exemple des avions, je prends l'exemple souvent, c'était à Aurillac, on avait un ATR qui faisait des vols pour Air France, et souvent le soir, en hiver, on avait des situations de brouillard qui empêchaient l'avion de se poser. Donc l'avion essayait une fois, 2 fois de se poser, puis après il allait se poser parfois ailleurs, parfois peut-être Clermont, ça peut être Rodez ou autre. Et donc, dès qu'on voyait sur Flight Radar l'avion qui faisait sa finale, si on voyait qu'il remettait les gaz, qu'il repartait, il ne s'était pas posé, on attendait de savoir est-ce qu'il se déroutait ou pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle de la problématique par rapport aux passagers. Dans le cas d'Aurillac, comme c'était un vol pour Air France, en fait, on était en liaison avec Air France, on les prévenait, et c'était Air France qui gérait après les passagers. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un impact sur les vols suivants, voire même sur les vols du lendemain. Si vous n'arrivez pas à poser votre avion sur le terrain de destination, le vol du lendemain, qui est prévu peut-être à 7 h du matin, vous ne pourrez pas le faire à 7 h du matin. Donc l'avion ne sera pas sur place, et donc il va falloir prévoir que l'équipage qui devait voler, l'équipage il est peut-être à Aurillac, il était prévu de prendre l'avion le lendemain, et en fait l'équipage va falloir l'amener peut-être à Clermont pour prendre l'avion. Donc
vous voyez que toutes ces notions également de gestion d'équipage, ça peut vous mettre le bazar dans la compagnie sur tout ce que vous avez prévu pour vos vols de la journée. Et la gestion des plannings équipage, c'est quelque chose d'extrêmement tendu et difficile. Donc, vous voyez que derrière toutes ces phases de déroutement, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus complexes. Il y a une machine qui est extrêmement lourde et qui comprend énormément de contraintes et que, en tant que passager, vous ne voyez pas forcément. Je peux vous assurer que dans des situations comme ça où on devait changer les plannings équipage, c'était un stress énorme au niveau des opérations parce que ça mettait complètement en vrac ce qu'on avait prévu sur le lendemain. Et donc, vous devez reprogrammer quasiment toute l'assignation des pilotes sur les vols suivants. Donc, ça peut vite être le bazar. Un équipage que vous devez déplacer d'Aurillac à Clermont pour aller prendre l'avion à 7h du matin, ça veut dire que vous allez le faire commencer plus tôt pour le mettre dans un taxi. Donc, si vous le faites commencer plus tôt, ça veut dire qu'il va falloir le relever plus tôt en cours de journée. Donc, si vous avez prévu de faire la relève, je dis par exemple à 14h en journée, à Aurillac, mais que vous devez lui faire la relève finalement à 13h. L'avion à 13h, il n'est peut-être pas à Aurillac. Donc la relève, vous n'allez peut-être pas la faire à Aurillac, vous allez peut-être la faire à Orly. Donc il faut prévoir que l'équipage suivant, il ne faut pas qu'il soit à Aurillac, il faut qu'il soit à Orly. Vous voyez un peu le sac de nœuds que ça peut démêler. Donc vous voyez que les déroutements, oui, c'est pénalisant pour les passagers, mais pour les compagnies aériennes, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant. Extrêmement contraignant, et pourtant, vous avez aujourd'hui la chance d'avoir quand même des compagnies qui font correctement ce travail de prise en charge des passagers. C'est pas toujours parfait, mais il faut bien comprendre que ça prend du temps. Donc, des fois, vous attendez plusieurs heures, le temps que la compagnie ait finalement bouclé un petit peu tout ça. Mais généralement, ça marche bien et c'est une obligation européenne. Voilà. Alors, il y a des compagnies qui sont un peu plus reluctantes à réagir à ça, notamment des low cost. Ryanair, ça va mieux, mais il y a des fois des passagers qui se retrouvent laissés sur le carreau et ça n'est pas normal. Voilà. Mais voilà, je voulais dans cette vidéo vous expliquer un petit peu tous ces impacts, que vous puissiez comprendre déjà les phénomènes orageux, que vous puissiez comprendre également ce que ça implique en termes de contrôle aérien, en termes également de déroutement, ce que ça implique au niveau de la compagnie. Donc vous voyez que c'est quand même un sujet qui est vaste, qui a nécessité quand même une bonne vidéo, assez longue, mais je pense que vous avez une meilleure compréhension aujourd'hui de ce qui se passe quand vous avez des situations orageuses. Soyez certain que si un équipage prend la décision de se dérouter, ça n'est pas de gaieté de cœur, il y a toujours des décisions de sécurité derrière. Et ça, c'est la décision du commandant de bord. Le commandant de bord, il est responsable de la sécurité de son équipage et des passagers. J'en profite pour passer un dernier message qui est plus adressé à des pilotes privés, pilotes d'aéroclub. Quand vous avez des situations orageuses qui sont prévues à l'arrivée, attention, ne vous focalisez pas sur le fait d'arriver à destination. C'est le pire moyen de vous mettre en danger. Je prends l'exemple de Renaud Ekal, champion du monde de voltige dans l'armée de l'air, pilote professionnel, qui s'est tué en petit avion avec sa famille lorsqu'il rentrait de week-end parce qu'il a essayé de passer une situation météo délicate. Et l'avion s'est crashé, tout le monde est mort. Donc, si vous avez un pilote aussi expérimenté que ça, qui se tue avec sa famille dans son avion à cause de la météo, j'ai envie de dire, vous qui êtes un pilote amateur, qui a beaucoup moins d'expérience, ne jouez pas. Donc prenez plus la décision de vous dérouter sur un autre terrain. Vous avez également votre licence FFA, je ne sais plus si c'est FFA ou FNA, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais qui prend en charge ce genre d'assurance. Si vous vous déroutez sur un terrain, cette assurance va pouvoir prendre en charge un véhicule, un taxi ou des transports pour vous permettre de revenir chez vous. Ne cherchez pas à forcer et à rentrer absolument pour rentrer voir votre femme à l'heure ou pour récupérer votre voiture à l'aéroport. Non, ne poussez pas, choisissez la sécurité, au moins vous serez en vie. Voilà, c'est le conseil que je pouvais vous donner. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur la vidéo. Si j'ai la réponse, bien sûr, j'y réponds toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt.